Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose un sujet sur les maladies au verger. Quand on met en place un verger dans le jardin, il peut arriver qu'un arbre développe une maladie. On voit parfois des pêchers avec de la cloque ou des vignes avec de la moisissure par exemple. Se posent alors deux questions. D'abord, comment faire pour éviter les maladies au verger? Et ensuite, comment gérer un arbre malade? Je vous propose d'y répondre avec deux vidéos. Dans cette première vidéo, je vais commencer par vous donner 8 clés pour avoir un verger sain, sans maladie ou presque. Et c'est non seulement possible, mais en plus c'est facile et respectueux de la nature. Et dans la vidéo suivante, je vous présenterai la méthode que nous utilisons ici, dans les très rares cas de fruitiers malades. Vous allez voir, je pense que ça va vous surprendre. Mais commençons tout de suite par les clés pour un verger sain. Ici, dans notre verger, nous avons planté environ 150 arbres et arbustes, et peut-être même un peu plus maintenant. Et nous n'avons aucun problème de maladie alors que nous utilisons zéro traitement, pas même des traitements bio, et que nous avons planté un peu toutes les espèces classiques cultivables sous nos régions, ainsi que bon nombre d'autres espèces moins courantes. Ce sont donc des clés qui fonctionnent très bien, alors que nous partions pourtant d'une situation difficile, avec un terrain lessivé par l'agriculture industrielle, compacté par les engins de construction de la maison, et avec à certains endroits des horizons de terre mélangés, car ce qui avait été creusé pour les fondations de la maison a été placé dans le jardin. La première clé est d'avoir un verger varié. Si vous avez une monoculture de pommiers et qu'un arbre développe une maladie, vous êtes mal. Alors que si vous plantez un grand nombre d'espèces différentes, comme des poiriers, des pommiers, des cerisiers, des amandiers, etc., la maladie d'un arbre ne se propagera pas aux autres. Et si vous souhaitez avoir plusieurs arbres d'une même espèce, profitez-en pour planter différentes variétés. Par exemple, des pommiers choupettes, Juliette, Ariane, Pâte de loup, Golden, Winter Banana, etc. Ainsi, non seulement vous variez les plaisirs, et ensuite, même si un arbre est malade, il est probable que les autres résisteront mieux que s'ils étaient de la même variété. Donc la diversité est vraiment une clé puissante pour votre verger. Et j'ajouterai que cette clé s'applique aussi à tout le reste du jardin, et notamment à toutes les plantes et herbes qui poussent autour, ainsi qu'à la faune et la microfaune du jardin. Car les arbres ne poussent pas seuls, ils sont en relation étroite avec tout ce qui les entoure. Pour vous en convaincre, allez vous promener en forêt et observez. Vous verrez qu'il est très rare d'y trouver un arbre ou une plante malade, d'autant plus rare que la forêt est variée. Seconde clé, planter des espèces adaptées. Ici, on adorerait avoir des avocatiers ou des citronniers dans le jardin. Mais ces arbres ne sont pas adaptés à notre climat. Bien sûr, certains arriveront à en faire pousser, mais au prix de beaucoup d'efforts et beaucoup de soins. Et il est évident que malgré ça, ils resteront plus fragiles que des arbres adaptés à notre climat. Dans le jardin, nous avons des pommiers, mais nous sommes en limite sud de l'aire de répartition des pommiers. Ils sont donc globalement un petit peu plus fragiles que nos autres arbres. Et il arrive qu'une zézère fasse un trou dans une branche qui finit alors par casser. Mais ça reste des dégâts très limités grâce à toutes les autres clés que nous utilisons. Une ou deux branches cassées pour une vingtaine de pommiers. Autre exemple, dans notre jardin, pas la peine de planter des myrtilles. Parce que ce n'est pas le bon climat, ni le bon type de terre. À la place, nous plantons des amélanchiers qui donnent des fruits de goût, de couleur et de taille similaires, et que nous trouvons même meilleurs que les myrtilles, et qui eux sont parfaitement adaptés à notre terrain. Clé numéro 3, éviter les tailles. La croissance des arbres ne se fait pas au hasard. La nature sait beaucoup mieux que nous l'architecture qui est optimale pour l'arbre. Alors, utilisons les tailles avec modération, uniquement pour couper de temps en temps une branche gênante. L'arbre s'en portera beaucoup mieux. Une croyance répandue est que la taille permet d'obtenir plus de fruits. Mais en réalité, une taille ne fait que rendre la production plus régulière. La plupart des arbres ont une production cyclique et ils donnent beaucoup une année et restent au repos ou produisent très peu l'année suivante. C'est juste normal et cette alternance de production et de repos est importante pour que l'arbre reste en bonne santé.
Alors acceptons ces cycles plutôt que de forcer la production. La production globale sera tout aussi importante, elle sera juste concentrée une année sur deux. Raison de plus pour avoir un grand nombre d'espèces et de variétés de chaque espèce. Et même des branches mortes peuvent rester sur les arbres. Elles abritent une microfaune qui est souvent utile à l'écosystème. Alors si vous décidez tout de même de couper une branche morte, pensez à les laisser au pied de l'arbre, ou en tout cas dans votre jardin. Et il vous en remerciera car ça enrichit le sol. Et là encore, on peut faire le parallèle avec une forêt naturelle où les arbres s'épanouissent harmonieusement et pourtant personne ne les taille. Clé numéro 4, un sol riche. Le sol est particulièrement important car c'est lui qui nourrit l'arbre. Il doit donc être riche. Mais attention, il ne s'agit pas de le retourner ou d'y intégrer des engrais. Au contraire, il s'agit d'avoir un sol protégé qui sera riche de vie, avec des insectes, avec des vers de terre, avec des champignons, avec des micro-organismes. Toute cette vie va créer un sol qui sera favorable à l'arbre et certains organismes vont même directement s'associer avec l'arbre pour démultiplier ses capacités d'absorption, comme certains champignons ou bactéries. Pour obtenir ce sol riche, c'est facile, il suffit de le recouvrir. On peut utiliser un peu de tout, des feuilles, des broyats, du foin et même des résidus de taille de haie non broyés. Ça marche très bien. Cette couverture donnera un abri à la vie du sol. Attention à l'herbe de tonte, parce que comme elle est hachée menue et qu'elle est humide, elle a tendance à former une couche compacte qui finit par être étanche et qui peut nuire in fine à l'humidité du sol. Il vaut donc mieux la mélanger à d'autres matériaux de couverture du sol. Et c'est encore pire si elle est utilisée en couche épaisse, parce que si elle composte au pied de l'arbre, ça peut chauffer très fort et ça peut aller jusqu'à tuer l'arbre, ainsi qu'une partie de la vie du sol. Clé numéro 5, un écosystème vivant et équilibré. C'est le prolongement de la clé précédente. Plus l'écosystème sera varié, plus la vie du sol sera riche, ce qui donnera aux arbres de la nourriture abondante et variée. Mais un écosystème vivant permet aussi d'éviter que des parasites ne pullulent grâce à leurs prédateurs qui s'installent naturellement. Alors, laissez des zones en friche ou peu entretenues dans lesquelles pourront s'installer une faune et une flore variées. Et le paillage que vous aurez mis au pied des arbres empêchera une partie des herbes de pousser, mais quand certaines pousseront à travers le paillage, laissez-les. La nature vous remerciera avec des arbres en pleine forme et avec une abondance de plantes sauvages et comestibles. Dans certains cas, ça peut même protéger vos arbres des pucerons car ils affectionnent certaines herbes sauvages qu'ils préféreront à votre arbre. Et quand nous favorisons la biodiversité, la faune du jardin, les oiseaux par exemple, s'occupent de replanter les graines, les pépins et les noyaux et ils repoussent alors spontanément d'autres arbres fruitiers qui seront particulièrement robustes car ils n'auront jamais été transplantés et pousseront au meilleur endroit pour eux. Clé numéro 6, ne jamais utiliser de pesticides. Quand on traite, on tue non seulement le parasite ou le pathogène, mais également beaucoup d'autres organismes, dont bien souvent les prédateurs de ce parasite. Les traitements déséquilibrent l'écosystème et plus l'écosystème est faible et déséquilibré, plus il y a de maladies et plus on traite. C'est un cercle vicieux qui demande des efforts incessants et qui empoisonne notre jardin, qui nous empoisonne et qui au final ne profite qu'aux fabricants de traitements. Par exemple, des produits anti-limaces tuent les limaces, mais également les hérissons qui mangent ces limaces et qui sont pourtant bien utiles pour les réguler. Autre exemple, au début dans notre jardin, nous avons traité les vignes à la bouillie bordelaise. Et oui, une erreur de jeunesse. Et nous avons eu des problèmes récurrents de moisissure. Nous avons bien sûr rapidement arrêté les traitements et depuis qu'on ne fait plus rien, il y a d'abord eu une période de transition pendant laquelle la vigne a été un peu piteuse pendant 2-3 ans et ensuite nous n'avons plus jamais eu de problème. Et je reprends l'exemple de la forêt, vous n'y trouvez pas d'arbres malades et pourtant ils n'ont jamais reçu de pesticides. Les pesticides sont même probablement le facteur numéro 1 générant des maladies au verger. Alors évitons-les à tout prix. Clé numéro 7, bien choisir l'emplacement des arbres. Certains emplacements sont adaptés à un arbre,
d'autres pas. Nous avons failli perdre un grenadier car il était placé de façon inadaptée, alors que replanté ailleurs, il se développe très bien. Donc prenez le temps d'observer et de faire des essais. Dans la nature, les arbres poussent dans des forêts. Et c'est là encore notre source d'inspiration. Et c'est peut-être une évidence, mais ça nous rappelle que la plupart du temps, les arbres aiment une ombre légère et aiment pousser les uns dans les autres. Ainsi, une haie fruitière, comme la petite haie que vous voyez derrière moi, convient très bien à beaucoup d'arbres fruitiers. Et puis, ça vous permet de densifier votre verger et d'avoir plus de fruits. En fait, les arbres qui se développent mieux en plein soleil sont assez rares. C'est le cas du figuier, peut-être du pêcher, et je ne suis pas sûr d'en connaître d'autres. Clé numéro 8, plantez des arbres petits, ou encore mieux, semez vos arbres. La transplantation génère un traumatisme qu'on sous-estime largement. Les arbres s'y adaptent mieux s'ils sont transplantés quand ils sont petits. Ainsi, il est fréquent qu'un arbre planté petit dépasse rapidement un arbre planté plus grand. Ici, nous avons fait l'erreur de planter un noyer qui avait déjà 7 ans et qui végète depuis 20 ans. Encore mieux, si vous semez vos arbres fruitiers ou que vous profitez de ceux qui drageonnent ou qui se ressèment tout seuls, quitte à les greffer par la suite, alors vos arbres pousseront plus vite, seront plus forts et plus robustes et ne vous demanderont pas ou quasiment pas d'arrosage. Vous avez maintenant toutes les clés pour un verger sain et sans maladie. En résumé, il suffit de respecter la nature pour qu'elle respecte votre verger et vous offre l'abondance. C'est ce qui est merveilleux dans cette approche, c'est que faire avec la nature plutôt que contre elle est ce qui demande le moins d'efforts. Il n'y a quasiment rien à faire. Juste quelques arrosages quand les arbres sont jeunes et cueillir les fruits qu'elle nous offre et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que vous aurez aussi à cœur de respecter la nature dans votre jardin. Je vous souhaite d'avoir un verger varié et productif dans lequel vous aurez le bonheur de profiter des meilleurs fruits du monde, ceux que vous ramassez et que vous cueillez et que vous mangez directement au pied de l'arbre. Et je vous dis à très bientôt.